Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif sur ESAE Télévision. Au menu de l'actualité de cette semaine, nous parlons de la triste nouvelle de la disparition d'Odile Aronwanou, athlète béninoise. À côté de ces informations concernant sa disparition, on parlera du démarrage du championnat national de football saison 2024-2025. Le match opposant Dadje Football Club et la Renaissance sportive de Berkane sera également au menu de l'actualité dans Actu Hebdo, suivi d'autres informations. Dans la deuxième partie, le décryptage, nous parlons du démarrage du championnat national, mais également du match comptant pour le second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football, Coupe CAF, opposant Dadje Football Club et la Renaissance sportive de Berkane, qui s'est soldée sur le score de 2-0 en faveur des étrangers de la Renaissance sportive de Berkane. Nous en parlons dans le décryptage avec Leandro Kodo et Carles Kitome, mais on abordera également, comme je l'ai dit, le démarrage du championnat national de football. Ainsi planté le décor, on passe à présent aux actualités dans Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Comme je l'annonçais, la disparition d'Odile Aronwanou, triple championne d'Afrique en heptathlon, suscite une grande inquiétude. Portée disparue depuis le 10 septembre 2024 à Sotteville, Lens, Rouen, en France, l'athlète béninoise a laissé sa fille chez une assistante maternelle sans revenir pour la récupérer. Cette situation a alarmé non seulement sa famille et son club, mais aussi toute la communauté sportive béninoise. Viérin Desgans, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, a pris la parole pour fournir des détails sur les démarches entreprises. Selon ses déclarations, il a immédiatement contacté le coach d'Odile Aronwanou pour obtenir des informations supplémentaires et coordonner les efforts de recherche. Il a précisé que la fédération collabore activement avec les autorités pour localiser l'athlète. En outre, le président a appelé la communauté sportive et les citoyens à se joindre, les prières et à se joindre aux efforts pour retrouver la championne. La communauté béninoise et le monde sportif espèrent un retour rapide et sain d'Odile Aronwanou tout en restant vigilant et solidaire dans cette épreuve. On passe à présent à l'actualité qui suit. Le samedi 14 septembre 2024, Dadje Football Club, vice-champion du Bénin, s'est incliné 0-2 à domicile face à la Renaissance sportive de Berkane lors du match aller du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, Coupe CAF. Malgré une première
mi-temps solide où les Béninois ont tenu tête à l'équipe marocaine. L'expérience des visiteurs a fini par prévaloir. Le premier but s'est inscrit à la 56e minute en fin de match. Dans le temps additionnel, Ayoub a marqué le second but, scelant ainsi la victoire de la Renaissance sportive de Berkane. Yaya Kone, entraîneur de Dadja Football Club, a reconnu la supériorité de l'adversaire tout en soulignant les efforts de ses joueurs. Il a mis en avant l'importance de l'expérience dans ce type de compétition et a encouragé son équipe à rester optimiste pour le match retour au Maroc. Selon lui, Dadja Football Club, qui découvre pour la première fois cette compétition, a encore toutes ses chances pour renverser la situation en marquant à l'extérieur. Le match retour est prévu en fin de cette semaine où Dadja Football Club tentera de réaliser l'exploit. On passe à présent au championnat national. Le calendrier du championnat national béninois de football saison 2024-2025 a été dévoilé le dimanche 15 septembre 2024. La nouvelle saison débutera officiellement le 21 septembre avec un choc entre l'équipe des Buffles du Borgou et des Panthers de Djougou. Le match d'ouverture aura lieu sur le stade municipal de la ville de Djougou. Les rencontres de la première journée se poursuivront les 28 et 29 septembre 2024. Cette saison, le championnat se déroulera en une seule phase avec deux poules distinctes. La poule A regroupant les équipes de la zone A et B et la poule B constituée des clubs des zones C et D. Chaque équipe disputera 34 matchs, c'est-à-dire 17 matchs en aller et 17 matchs en retour. Les deux meilleures équipes de chaque poule les deux meilleures de chaque poule s'affronteront pour la finale en finale pour déterminer le champion et le vice-champion du Bénin. Parallèlement, le championnat U17 sera organisé suivant le même calendrier qui est celui du championnat professionnel. La réforme introduite également à une nouvelle structuration des lignes dont les 9 premiers clubs de chaque poule seront promus en Ligue 1. Les clubs classés 10e à la 17e place évolueront en Ligue 2, tandis que les équipes terminant à la 18e place de chaque poule seront reléguées en Ligue 3. On reste toujours au niveau du football, mais cette fois-ci, on parle des transferts. L'international béninois Junior Olaitan est désormais un joueur de Grenoble Foot 38. Il a été officiellement recruté le jeudi dernier par le club qui évolue en Ligue 2 cette saison, après la trêve internationale où il a été crédité d'une bonne prestation avec les Guépards du Bénin. Junior Olaitan retrouve sa nouvelle formation. Il avait déjà signé le contrat à distance dans les derniers jours avant la fermeture du mercato en France. Olaitan arrive en provenance de Troyes et a signé un contrat jusqu'en juin 2027. Alors qu'il était, on passe à présent à une autre actualité concernant toujours les transferts, alors qu'il était libre depuis son départ d'Al Taraji, un club de Saudi First Division League. Rodrigue Kossi Fiogbe a finalement décidé de faire son retour en Afrique. L'international béninois s'est engagé en faveur de l'entente sportive de Sétif en Ligue 1 algérienne. Le milieu de terrain béninois Rodrigue Kossi Fiogbe, formé au Real Sport, a signé le contrat le vendredi 13 septembre dernier. Pour rappel, Rodrigue Kossi est passé
par le club des Buffles du Borgou et a fait quelques clubs également en Tunisie. Handball à présent pour finir, la Ligue, pour finir les actualités, il n'y a que le handball qui suit. La Ligue professionnelle de handball 2024 du Bénin a connu son épilogue samedi avec le double sacre de Flores CNSS. Deux finales palpitantes qui ont tenu en haleine le public au rôle des arts, loisirs et sports de Cotonou. Chez les dames, les protégés de l'honorable Charles Tokor ont dominé Aspac 32-26 après être menés par 5 buts d'écart au démarrage. Hervé Sosoupé, entraîneur adjoint des championnes, et Monique Menguené, capitaine des Portuaires, rejoue le match avec cet Ondilarios à Diaguino. On se sent vraiment très mal. Se dirait qu'on se sent bien, c'est un mensonge. Il ne faut pas mentir parce que quand on voit comment on a fait pour arriver, pour jouer cette finale, et on s'est donné les armes pour pouvoir atteindre notre objectif qui était de gagner la coupe, mais malheureusement, la faveur n'était pas la nôtre. C'est ça, ce n'est pas que l'autre équipe a démérité, non. Nous, on a donné des consignes, on a compris que leur gardien, par exemple, était dans ses beaux jours, et tout ce qui venait de loin prenait. On leur a demandé d'éviter les tirs de loin. Les ailes, elles prenaient, on a dit, on ne donne plus trop de place à l'ailier. Bon, il faut reconnaître que j'ai des joueuses qui m'ont vraiment étonnés, qui ont sorti le grand jeu. On les a menés à la première mi-temps. On revenait avec l'espoir de garder cet écart, mais malheureusement, on a commencé à pêcher en attaque comme en défense. À part certaines choses comme éviter de tirer de loin, parce que Rosine était dans ses beaux jours. Si ce n'est pas clair à l'aile, ressortez la balle, parce que Rosine empêchait les tirs d'elle. On a demandé plus à nos arrières d'aller au charbon, ça fait partie de nos thèmes, d'aller au contact et de jouer, de prendre les tirs aussi. Et Rosine arrivait à les attaquer, donc de regarder et de ne plus faire des tirs avec puissance, de déposer les balles au sol. En revenant à la pause, on avait pour objectif de garder nos 5 buts d'écart, si possible en ajouter. Mais vu ce qui s'est présenté, on a eu trop de pertes de ballons, trop de précipitations et trop d'échecs devant la gardienne. Le dénouement, c'est la défense. On a changé de défense, on a quitté le 0-6. On est passé à une défense 1-2-3 étagée. Ce qui a fait que le 11, qui était vraiment nos soucis, ne réussissait plus ces tirs de loin. Et ça a beaucoup joué. Merci aussi. Dès qu'elle prend le tir, celle qui était en 1 allait faire les fautes. Chez les hommes, à présent, au bout d'une finale à couteau, Flores CNSS détrône Adidja Handball Club et reprend la couronne perdue depuis 2 saisons. Victoire 27-24. Aimé Sebio, manager général des champions, dévoile la stratégie gagnante de son équipe au micro de nos reporters. Un match de handball, d'abord, c'est le gardien de but. Si le gardien de but arrive à faire 40% du match, vous convenez avec moi que tout va bien se passer. Aujourd'hui, Michael est dans ses grands jours et il a sorti le grand jeu. En dehors de ça, nous avons visualisé le match, le dernier match de poule, nous avons visualisé par 2 fois avec les joueurs. Nous avons analysé la forme de défense et nous avons trouvé les solutions justes pour atteindre les objectifs qui est d'être équipe championne. La solution, première des choses, c'est de sortir le gardien de but et de jouer en supériorité numérique en attaque. Les deux qui sont prises en individuel, il y a un qui est au niveau de la ligne. Dès que le gardien de but sort et que le 7e joueur rentre, okay, ils vont au tir là-bas. En même temps, le gars qui est pris en individuel sort pour que le gardien de but puisse rentrer. On a joué cette stratégie. Deuxième chose, nous avons joué en situation de 4 contre 4. Et nous avons un Angolais, Melo, à qui je tire coup de chapeau cet après-midi, qui est très rapide dans les jambes sur les changements de direction. Vous allez constater que quand il prend son adversaire de vitesse, il arrive à aller au tir. En première mi-temps, on aurait pu prendre l'avance sur le match parce que Melo n'a pas été efficace au but. Dans ses shoots, il n'a pas été efficace. Mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé l'efficacité et tout s'est bien passé. Le dernier match de poule, on a été surpris par le changement de forme de défense. Adidja a l'habitude de jouer en 3-3, d'accord? Mais grande a été notre surprise de constater qu'ils ont fait une défense 3-3, mais 2 personnes ont été prises en individuel street. On n'a pas travaillé cette stratégie, mais Dieu merci, on a eu un jour de repos. Et ce jour de repos nous a permis de travailler la stratégie pour battre cette forme de défense. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui.
Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, se félicite du bon déroulement du championnat national. Nous sommes contents qu'on ait pu aller au bout de la compétition. On a nos vainqueurs, tout s'est bien passé, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de blessés. On ne peut que remercier Dieu. Le niveau du championnat, il est bon. Il faut mettre les mots sur, il faut savoir les mots qu'on utilise. Le niveau du championnat, il est bon. Aujourd'hui, le travail, c'est que les entraîneurs travaillent à ce que le niveau des joueurs locaux arrive à ce niveau-là. Pour le moment, nous avons encore cette qualité à cause de l'apport des joueurs non béninois, des professionnels. C'est tout pour l'actualité sportive, chers amis internautes. On se retrouve dans la suite, dans le décryptage, avec Leandro Kodo et Carles Quitomain. Retour plateau, chers amis internautes, c'est l'heure du décryptage comme annoncé. Carles Quitomain, bonjour à vous. Bonjour Anel Dehou, bonjour à mon vis-à-vis et bonjour à tous les amis internautes fidèles de Zares TV et plus précisément de Sport Plus. Bonjour à vous Leandro Kodo. Oui, bonjour Anaël, ravi de vous retrouver. Comme toujours, nous sommes là pour les actualités du sport. Et cette semaine, l'actualité la plus importante, c'est le début du championnat national, le démarrage du championnat national de football, saison 2024-2025, annoncé pour autrefois pour le 15 septembre, mais annoncé officiellement cette fois-ci pour le 21 septembre. Nous l'avons déjà dit sur ce plateau. La date changera certainement, Carles Quitomain. Oui, ce n'est que le premier report. La Fédération béninoise de football nous a déjà habitués à des reports de la date de démarrage du championnat avec le système. Ah, je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais bon, ça, ils ont respecté la logique qui est en place depuis quelques années. Il y a le report de la première date. Espérons que la deuxième date, vous l'avez dit que c'est officiel. C'était déjà officiel l'autre fois aussi. Espérons que cette fois-ci, ça tienne vraiment. Non, mais cette officialisation, cette fois-ci, c'est sorti avec le calendrier. L'autre fois, on n'avait pas le calendrier. Ça veut dire qu'on a fait un pas de plus donc, que l'autre fois. Il y a eu un pas de plus que la dernière fois. Mais j'attends que le premier coup de sifflet soit donné le 21 pour m'assurer que tout est parti. Une chose est sûre, je sais qu'il y aura le championnat. On tergiverse, mais on finit toujours par faire le championnat. Donc ça va venir. C'est heureux pour tout le monde sportif béninois, surtout le monde du football, que le championnat se démarre finalement. C'est vrai que beaucoup de clubs ne se sont même pas encore bien préparés, mais avec cette rallonge, sur ce report, ils ont un peu plus de temps pour se mettre en jambe pour que nous ayons un bon championnat. Avant de venir au niveau des préparations, Leandro Kodo, la date du 21 septembre, oui, pour retourner au micro sur les terrains pour vous, il était temps. Ben oui, il était temps puisque ça a repris un peu partout dans le monde du football. Il n'y a que chez nous que ça traînait encore un peu les pas. Comme M. Carles l'a dit, tantôt on a toujours été habitué depuis quand même un certain bout de temps au report. Donc on l'avait, pas de mauvaise langue, mais bon, on l'avait quand même prédit ici qui se pourrait compte tenu du match crucial de l'Adjer qui avait franchement besoin de toutes les forces vives de la nation pour affronter la RS Berkane, vous voyez. L'important, c'est qu'on retourne sur le terrain. L'important est que toutes les divisions puissent se retrouver et que nous passions une fois définitivement qu'on quitte ce format. Parce que là, l'année passée, l'année d'avant, c'était zone A, B, C, D. Là, maintenant, c'est zone A, B, 18 équipes. Bon, il n'y a pas de problème. L'important, c'est que le ballon roule. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on finisse avec, d'ailleurs, eux-mêmes, ils l'ont appelé championnat national transitoire, c'est qu'on finisse avec ce format et qu'on retrouve le format que le football légal mondial reconnaît. Le format, vous avez dit, 18 équipes de part et d'autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration, avant la configuration tant souhaitée. Première ligue, deuxième ligue, troisième ligue. Nous sommes dans une autre configuration, séparer les équipes en zone d'abord et les zones sont dans des poules. Cette nouvelle configuration,
n'embrouille pas un peu plus que la dernière? C'est comme, je dirais, c'est comme 2 divisions parce que ça fait 18 équipes, une équipe. Généralement, les divisions 1, division 2, ça contient à peu près entre 16, 18, 20 équipes au maximum. Donc, je dirais que c'est 2 divisions qui jouent en une seule. Il n'y a pas de problème, mais Carles Kitome, de votre côté, vous avez déploré l'ancien système. Cette fois-ci, on se retrouve face à un autre système un peu... Je ne sais pas si ce système serait mieux que l'autre, hein, parce que honnêtement, déjà dans l'ancien système, moi je m'embrouillais énormément. Super League, Super League Pro, Suite, tout ça. C'était des mots compliqués pour moi, alors que moi je suis le football depuis il y a très longtemps. Moi j'ai suivi la Coupe du Monde de 1982, j'étais tout petit, mais je l'ai suivi. J'étais conscient de ce que je voyais. Donc tout ce que j'entends depuis là, c'est vraiment, je ne m'en sors pas. Et maintenant, cette fois-ci, oui, Espagne en 82, il y avait les panini, on achetait les autocollants, on collait, on disait qu'on pouvait gagner des choses. Et on avait beaucoup fait. Et on a vu les Bernard Cengini jouer, hein, on a vu Maurice Trésor. J'étais tout petit, vous je me rappelle. Vous n'avez jamais entendu parler. Comment ça? Je n'ai jamais entendu ce que j'entends là. On se retrouve dans un système. J'ai dit, je n'ai jamais entendu ça. Le premier niveau de chaque poule, il y aura, au niveau de chaque poule, il y aura une finale du championnat. Les 2 premiers pour déterminer le champion. Espérons que ça nous fasse sortir seulement de ces systèmes inconnus. Non, mais et puis, le problème que moi j'ai, Leandro Kodo, selon vous, quand on va se retrouver à un moment où il y aura de part et d'autre, il y aura le premier, le deuxième, et le premier et le deuxième, les classements à la dernière journée, et on doit jouer une finale, et on se retrouve face à la deuxième équipe, peut-être par exemple de la poule A, qui a plus de points, par exemple, que la première équipe de la poule B. Ça veut dire que cette équipe qui est peut-être plus entreprenante pendant la saison ne mérite pas une finale. Et la finale se joue entre 2 autres. Vous savez, quand les règles de jeu sont fixées au début, on les respecte. Donc, on va respecter les règles, seulement que les règles sont un peu bizarres. C'est tout ce que moi je déplore dans ça. Et l'essentiel, c'est qu'on sorte de ce qu'on est en train de voir là. C'est pas bien. C'est pas que... transitoire, mais c'est bon qu'il y ait une transition, mais une transition compliquée, c'est pas... Même les joueurs de football, on se perd dans cette histoire. Comment on peut gérer ça? Mais ils ne sont plus dans les histoires de ABCD, c'est maintenant, c'est 2 zones, c'est A et B. Poules, 2 zones, chacune. Avant c'était 9 équipes par zone. Donc 4 zones, ça fait 36. Mais maintenant, c'est 18 équipes par zone. Il y a 2 zones A et B, vous voyez. La zone A qui prend à partir du Zou jusqu'au nord, du Zou en prenant la zone, le centre, le Koufo et tout ça jusqu'au nord, et le reste sur le littoral et la zone de Lomé Plateau. Vous savez, non, mais je dis une chose. Et si au bout de ça, là, il se fait que les Dragons FC là, doivent aller en 2e division, vous êtes sûr que ça va marcher? Non, mais c'est... Vous créez la qualification des équipes phares, c'est ça? Il y a des équipes... Aujourd'hui, il n'y a plus d'équipes phares, selon moi. Non, c'est même pas ça. Même si on parle de requins, c'est même pas ça, c'est très inégal. C'est très inégal parce qu'il faut voir une équipe comme Sitatunga et Boa FC qui viennent de la 3e division, d'accord? Qui doivent, si on était dans un format normal, qui devraient jouer la 2e division cette année. Vous voyez? Ces 2 équipes maintenant rejoignent maintenant le groupe A et le groupe B, et ils vont n'ayant pas encore le poids. Des fois, c'est des équipes qui ont peut-être 2 ans d'histoire ou 3 ans d'histoire ou plus, qui vont maintenant se mélanger, je veux dire, entre griffes au grand. Et voilà, c'est pour moi, c'est transitoire. Moi, franchement, on a qu'à faire toutes les bêtises. De toutes les façons, tout sauf une bêtise quand même, parce que... Bon, moi, c'est peut-être exagéré, mais je ne comprends rien. Tout sauf une bêtise. Je ne comprends rien. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne comprends pas l'intérêt. Je ne comprends pas la situation. La situation à la base, parce que forcément, c'est une situation qui a prévalu tout ça. Donc, quelle est la situation là-bas? Et quel est l'avantage? Avec les requins et les dragons. Chaque fois que les requins et les dragons n'étaient pas qualifiés, il y avait rebelote. Mais maintenant, nous avons d'autres clubs qui sont devenus très forts là. Nous avons par exemple Coton FC, nous avons Lotto et nous avons les Buffles. Si on prend ces 3 clubs, plus requins dragons,
si les 5 là ne se retrouvaient pas dans la première saison, en première division, vous êtes sûr que ça va être implémenté? Aujourd'hui. Mais ils sont aussi puissants qu'ils vont tout embrouiller. Ça va pas. Non, parce que c'est dans cet esprit qu'on a évolué tout le temps. Est-ce que je ne sais pas, ceux-là qui tiennent le football en Est là, ils sont prêts à accepter les règles du jeu? Parce que c'est parce qu'ils n'ont pas été fair play que nous en sommes là. Il y a eu d'abord l'équipe de l'ancien président de la fédération de football qui a été en difficulté, l'équipe de Anjorin, j'oublie son nom, qui a été en difficulté. Soleil qui a été en difficulté une saison. Et puis après, on a vu, les cas se sont embrouillés en fin de saison. Il ne faut pas oublier. Après, c'est les Dragons, après, c'est les Requins. À chaque fois qu'une équipe qui a des gens bien placés dans la fédération a des problèmes, on embrouille toutes les quatre. Il faudrait que tous les acteurs de football s'entendent pour dire que si Coton descend en deuxième division, qu'il aille jouer en deuxième division. C'est un exemple que je dis. Bien sûr. Sans vouloir magouiller. Et c'est seulement à ce prix que je comprendrai que les gens, on a envie de faire la bêtise, entre griffes. Qu'on a envie de faire la bêtise. Oui, si les gens s'engagent à ça, mais tant que les gens vont être là, tenus en laisse la jeunesse rivale, on n'en sortira pas. C'est bien, c'est des mots qui sont dits. Moi, quand ils ont annoncé le début du championnat pour le 15, moi j'étais très content. Je me dis, enfin on va y aller. Ça a été reporté. C'est les vieux démons. Toutes les autres fois, ça a été reporté pour produire le fruit que ça a produit. Ça a été encore reporté. C'est le premier signe annonciateur. Est-ce qu'on va pouvoir faire des autres signes? Mais cette fois-ci, on a vu que des précédentes décisions de changer le format à aujourd'hui, le gouvernement béninois a entrepris plusieurs réformes. Réformes d'ailleurs qui a fait que le chef de l'État a vu les défaillances au milieu du sport et le ministre actuel des sports, Benoît Dato, s'est vraiment attaché. Et cette décision, par exemple, de passer en ligue, en première division, deuxième division, troisième division, a été décidée à la suite d'une réunion que le ministre... C'est pas la première fois que le chef d'État les reçoit. Attends, les gens étaient en prison ici à cause du football. Qu'est-ce qu'on me dit? Le chef de l'État n'avait pas reçu pour changer autrefois. Non, mais il a reçu les acteurs du football béninois dès qu'il est arrivé pour qu'on puisse redonner vie au football béninois. Mais pas pour ce sujet. Non, mais... C'est maintenant, ce sujet est mis sur la table. Et on a donné une saison. Donc demain, si on a un problème d'arbitrage, il faudrait que le chef de l'État reçoive les gens pour qu'on connaisse les points d'arbitrage. Je vous fais remarquer juste qu'aujourd'hui, nous avons un ministère des Sports qui s'occupe beaucoup plus de cela, régler les problèmes. Et voilà, là, la décision a été prise. Autant de, comment il s'appelle, Christian Lainde, il s'était beaucoup occupé à régler les problèmes. Quand je parle là, c'est de l'histoire, hein. Autant de Christian Lainde, il s'était beaucoup investi pour régler les problèmes. Un jour, il était déjà président, il y avait beaucoup de problèmes. Il se croyait même dans la rue pour régler certains problèmes avant d'aller au bureau. Et pourtant, nous en sommes toujours là. Donc, c'est tout ce que je dis, que les gens lâchent, que les gens se disent, laissons la jeunesse s'exprimer, laissons le football se développer. Si nous avons un club qui est en difficulté, acceptons en difficulté. S'il arrive, nous sommes arrivés à une période où on a l'habitude de ramasser tout ce qu'il y a dans la caisse, et qu'aujourd'hui, on dit non, il faut régler, il faut gérer de façon rigoureuse pour produire des résultats. Il faut que tous les acteurs l'acceptent. Sinon, on n'ira pas de l'avant. Je me rappelle comment Diagodo était éjecté de la fédération. Après avoir organisé la CAN Junior ici, il avait fait beaucoup de choses. Mais des gens qui ont eu des idées qui ont été effacées pour qu'on tombe dans la médiocrité. C'est après tout ça qu'on est tombé dans la pire médiocrité. Il n'y a plus de Coupe du Bénin et tout ça. Quand on va dire les problèmes sont multiples. On ne peut pas régler les problèmes un à un en allant voir le chef de l'État. Je dis non. Quand on a vu le chef de l'État une fois, si les gens sont de bonne foi, nous pouvons régler tous nos problèmes. Mais comme ça ne vient pas, moi, je doute encore de leur bonne foi. Je voudrais qu'ils me prouvent qu'on peut aller de l'avant. On l'espère et ils iront de l'avant. Léandro Kolo, aujourd'hui, le championnat reprend dans quelques jours. Vous avez suivi certainement la préparation de quelques équipes. Dites-nous de façon globale et de façon spécifique pour certains clubs, quel est le niveau actuel des équipes, la préparation s'est faite comment dans quelques équipes. Monsieur Adel Dehou, je ne peux vous dire si j'ai pu suivre une formation vraiment de bout en bout en termes de préparatifs. Non. Mais j'ai, un peu comme tous les journalistes du monde sportif, j'ai été au parfum des recrutements. D'ici et là, les mouvements qui ont pu se faire. Et toujours est-il que les grandes équipes demeurent les grandes et les petites équipes font toujours les petits efforts. Elles sont grandes en quoi?
Bah ouais, quand je dis dans les moyens, non, c'est pas question. Dans les moyens qui, dans les moyens ou les résultats? Les résultats. Lesquels par Les résultats. Les moyens qu'ils mettent pour recruter des joueurs pour produire du résultat. Oui, c'est de ça qu'on parle en fait. D'accord. Les moyens produits pour recruter les joueurs qu'il faut. Donc, par exemple, on le disait en off tout à l'heure, le retour d'un certain Nabil Yarou, je vous le disais tantôt à Buffle. Je crois qu'il doit être même capitaine, puisque je l'ai vu sur Nabil Yarou qui était du côté. C'est ce qui prouve peut-être que les équipes se sont vraiment prises au sérieux, en quelque sorte, ont repris avec les bonnes habitudes. Sinon, quand on voit Nabil Yarou quitter Coton pour retourner à Buffle, Nabil Yarou, un maillon très important de cette équipe de Coton. Il ne faut pas oublier que l'âge avance quand même, parce que Nabil Yarou attend ce nom dans le football professionnel béninois. Ça fait longtemps, ça fait vraiment longtemps, depuis ses 16-17 ans. Âge sportif, bien sûr. Espérons que ce soit vraiment ça, quoi. Ça fait banalement un bon moment qu'on entend parler de Nabil Donc, Yarou. c'est pour dire que son retour au niveau de Buffle, ça réjouit un peu que cette équipe, c'est sûrement que cette équipe, il va revenir parmi les siens, parmi les siens, il sera beaucoup plus en confiance. Mais pour moi, c'est un signe qui montre qu'il est au soir de sa carrière, donc il ne reste plus grand chose. Celui-là ne voudra plus forcément aller chercher quelque chose, peut-être en Algérie ou à l'AS Vita au Congo. Non, lui doit être au soir de sa carrière. Et voilà, il retourne auprès des siens, dans sa ville natale. Donc, il n'y a que là qui pourra peut-être finir sa carrière. Voilà, ben, nous n'allons pas dire Nabil Yarou seul, il y a beaucoup de joueurs, il y a eu tellement de mouvements. Je pense que nous allons faire un point peut-être très bientôt. On a vu du côté de l'ASPAC également, l'ASPAC qui, comme d'habitude, a quitté le pays pour... comme l'Auto Football Club également qui s'est retrouvé en Sierra Leone après le Nigeria, je crois, pour ses préparations. L'ASPAC qui ils ont même joué a fait sa tournoi, ils ont fini vice-champion effectivement face au FC Calonne. L'ASPAC qui se retrouve du côté de Lomé pour ses préparations. Il faut dire qu'aujourd'hui, les clubs n'hésitent plus. Mais le problème, Carles Kitome, qu'on remarque toujours, c'est que, comme l'a dit Leandro Kodo, les grandes équipes, dans les moyens, mettent les moyens à disposition pour faire de grandes choses, quitte à espérer de grands résultats. Et les petites équipes, on ne les voit presque pas. Non, mais on n'a pas vu les Requins de l'Atlantique, par exemple, on n'a pas entendu des échos d'une très grande préparation. La GSP, d'autres équipes. Non, mais c'est pas parce qu'on est sorti du pays qu'on a eu une bonne préparation. Même en restant sur place, on peut avoir une parfaite préparation. Donc pour moi, c'est une affaire de stratégie et de moyens. Chaque équipe a une formule qui correspond à ses moyens. La politique de ses moyens le fait au mieux possible. L'essentiel, c'est de bien se préparer. Et moi, je dirais, si le championnat avait démarré un peu plus tôt, ça aurait donné un peu plus de force à nos représentants en compétition africaine. Si le championnat démarrait plus tôt, ça aurait pu donner un peu plus de force au Coton, qui aurait pu peut-être mieux faire. Ça aurait donné plus de chance aux Dadjais, parce qu'ils n'ont rien en face, ils ne font que se préparer, ils vont jouer en compétition africaine. Donc, c'est là où le décalage, là, ça pêche. Et si aujourd'hui, les équipes ont le courage d'investir pour sortir du pays, ça veut dire qu'ils sentent que les dates annoncées maintenant semblent vraies. Avant, les équipes ne bougeaient pas. Les équipes ne bougeaient pas. Le reste Berkane, je pense, en championnat, ils doivent avoir qu'une journée. Hein. En championnat, ils doivent avoir qu'une seule journée. Oui, mais ils avaient fait déjà la finale d'une compétition africaine, dont eux, ils ont été en compétition tout le temps. Et s'ils ont fait une journée, c'est qu'ils se sont déjà à peu près peut-être pendant un mois. Ça, il faut le remarquer. Et chez nous, rien que les préparations. Donc, c'est bon que ça reprenne. Moi, je suis content. Et les équipes investissent, c'est bon. Nous voulons les résultats. Nous voulons que le football béninois décolle. C'est tout ce qu'on espère de les joueurs. Je sais qu'ils sont disponibles physiquement. Ils sont là. Il faudrait que les dirigeants ils mettent vraiment ce qu'il faut. Je ne vais pas être sérieux, mais ce qu'il faut pour que le football béninois quand même change de gestion sur tous les plans. Pour que l'image du football béninois change quand même. De préparation, je vois un peu partout que tout le monde se limite aux équipes, aux joueurs. Mais pour moi, surtout au Bénin, j'aimerais qu'à chaque fois, comme il y a la préparation des clubs et les préparatifs d'avant-saison et tout, si la fédération pouvait penser à une sorte
d'une forme de préparation quand même, pour les arbitres, parce que c'est bon de... Oui, les arbitres ont été en formation dans le Bordeaux et un peu partout dans le pays. C'est bon de recruter des joueurs, mais le niveau des arbitres n'est pas si excellent, parce que à chaque match, le procès verbal est contesté. Franchement, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur ce côté. Du côté des joueurs, on connaît, on sait que l'équipe a besoin d'un certain budget pour fonctionner. Ok, là, il n'y a pas de problème. C'est souvent réglé, mais du côté des arbitres, franchement, ça laisse... même pour nous, commentateurs, on assiste à des matchs qui franchement, nous laissent... L'arbitrage, c'est une question de décision, et toute décision est susceptible d'être contestée. Ça dépend de votre position, de votre angle de vue aussi, parce que si vous avez du penchant pour une équipe, vous êtes plus enclin à contester toutes les décisions arbitrales qui pénalisent cette équipe. De la même façon, vu votre positionnement sur le terrain, vous pouvez mieux apprécier une situation que celui qui est sur le terrain, qui est proche de l'action. C'est ça. Les joueurs, vous savez... La solution sur ce point, c'est quoi l'angle de vue? Si c'est ça, on a c'est peut-être la VAR, mais le problème, c'est que vous savez, les joueurs aussi, ils sont de grands comédiens. Il y a des joueurs qui sont de grands tricheurs à qui on n'a rien fait, qui commencent... Donc, il y a beaucoup de choses. C'est réalisation centralisée. C'est la subtilité humaine. C'est tout ça qui constitue le football. Non, c'est ce que je disais, c'est pour dire que les arbitres, c'est vrai, ils peuvent commettre des erreurs, mais souvent, notre position. Je crois qu'il semble que j'étais avec vous sur un match. Je ne me rappelle pas si j'étais avec vous. Il y a un match qu'on a fait dans le championnat qui est écoulé. Je pensais que c'était pas un match de coton, je ne me rappelle plus. Où c'était une action contestée. Voilà. Et l'arbitre a demandé qu'on siffle. A sifflé un penalty et l'arbitre de touche a contesté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Effectivement, non, j'étais pas sur ce match. À un moment, je ne sais pas, il y a un membre du corps arbitral qui a pris son téléphone. Je ne sais pas s'il y avait des sous-VAR ou bien des petites varettes. La VAR, je veux dire, quoi, des petites varettes installées dans les stades qui sont inaccessibles ou bien officieusement installées. Mais au lieu de prendre l'information, consultation publique, il a pris son téléphone. Il a pris son téléphone et au bout d'un moment, il est revenu sur la décision. Ils ont accordé le penalty. Je dis, mais attends, il a appelé qui là? Et il est connecté à quoi? Puisqu'il avait des oreillettes, mais attends, qui est-ce qu'il a pu appeler? Est-ce que c'est une source officielle engagée par la fédération? Je n'ai rien compris. Et c'est suite à cette décision qu'il a autorisé, puisqu'il avait dit non au début. Bon, l'arbitre est venu le voir, il a dit non, c'est pas possible, j'étais près de l'action, j'ai bien vu, il est tombé devant moi et tout, il n'y a pas penalty. 10 à 15 minutes. 15 minutes. 10 T'arrêtes de jouer pour apprécier un penalty. 10 à 15, non, mais c'était la débandade sur le terrain. Je me souviens bien, ça doit être... Et puis il est revenu maintenant, il dit... Ça doit être un match opposant Loto à Coton, je pense. Loto, je crois. Parce que je n'ai pas été sur la rencontre. Bon, il est revenu là, après une bonne dizaine de minutes. Il a Léandro Kolo, je veux savoir qu'est-ce qui lui a permis de, après dans son coup de fil là, qu'est-ce qui lui a permis de changer? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux décisions? Qu'est-ce qui lui a permis de changer de décision? Léandro Kolo, au fait, pour ma petite expérience depuis quelques années sur les stades, j'ai pu observer que l'arbitre, à part les 4 officiels, ce n'est pas que les 4 officiels qui sont les arbitres sur le terrain. C'est-à-dire que très souvent, à part les 4 officiels du match, les 2 arbitres de touche, l'arbitre central et puis l'assistant, il y a toujours un collège d'arbitres suivi d'un superviseur d'arbitre, je crois que c'est le nom qu'on leur donne, ou des responsables d'arbitres, c'est-à-dire des arbitres plus gradés que ceux qui sont sur le terrain, qui sont dans les tribunes, qui observent le match, qui à des moments donnés peuvent interférer, c'est ça? Pas interférer, parce que j'ai au moins eu la chance de voir que à la mi-temps d'un match, il y a eu un responsable qui est venu, faites attention dans le match, tu as commis beaucoup trop d'erreurs, il y a eu tel endroit, tu as fait des erreurs ici, parce que du haut, c'est ce qu'on voit. Et l'arbitre central également expliquait pourquoi il a pris telle ou telle décision. Okay. Donc, à la mi-temps, il y a eu une petite concertation pour réajuster l'arbitrage qui se fait, pas en faveur d'une équipe, non, du tout pas. Le responsable faisait comprendre à ses poulets les erreurs qu'ils avaient commises sur des trucs. C'est pour dire que dans ces situations, par exemple, on peut penser que c'est peut-être
un plus gradé dans les tribunes qui a pu communiquer. Aujourd'hui, non, mais je crois que c'est intéressant que la fédération... la fédération doit se pencher. Informe les commentateurs de ce genre de détails. Parce que nous, si nous sommes en position de reporter, parce que le match a été informations, nous pouvons dire des choses qui vont mettre à mal le dispositif. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il faut que tout le monde sache exactement sur quoi on roule et ce serait plus facile d'apprécier. Mais quand on dit là, appeler quelqu'un, on ne sait pas si c'est sa maman ou si c'est son papa qui l'a appelé et qui change de décision. Et qui change, oui, voilà. Et qui change de décision, ça peut être dangereux. C'est ce que beaucoup ça peut être dangereux. Ça peut créer des incidents sur les stades. Si tout le monde sait exactement ce qui se passe, nous sommes au même niveau d'information, on saura qu'il y a peu des gens plus gradés qui l'ont guidé. Pour que tout le monde sache ce qui se passe, c'est qu'il faudrait que la fédération se dote d'un tout petit peu de moyens ou peut-être s'affilier à des sociétés, des entreprises je crois que dans le genre réseau télévision ou à plus qui font les réalisations. Avec qui peut faire des partenariats et les responsables dont vous parlez dans les tribunaux des moments comme peuvent donner des informations dont on a parlé tantôt, peuvent se rapprocher de la réalisation, revoir. Sinon, s'il n'y a pas ça... C'est comme vous le dites, bon, au-delà, on ne va pas faire des éloges parce que nous sommes sur le plateau de Zaïre Télévision, au-delà même de A+, où vous avez parlé de la réalisation des matchs. Là-bas, c'est des matchs sélectionnés à des journées données, ils ne sont pas partout. Non, mais sur le terrain, il y a beaucoup de médias maintenant sur le terrain. Mais il y a les TV qui est partout. Attendez, il y a les télévisions qui est partout. C'est ce que je voulais faire remarquer. N'oubliez pas, sur chaque journée, ce que je veux faire remarquer, c'est que on fait 90% des matchs. Quand vous avez parlé de A+, c'est pour vous dire que ESAE... J'ai dit ESAE TV d'abord. ESAE est encore à un niveau supérieur. Non, j'ai dit ESAE d'abord. Puisque ESAE couvre... L'engagement est beaucoup plus important. Parce que eux, ils font à peine un ou deux matchs par par journée. Or, ESAE a 8, voire une dizaine de matchs sur chaque week-end. Autant de matchs sur chaque journée. Sur chaque journée. Donc, il est important que la fédération se dote de moyens. Donc, nous sommes les mieux positionnés pour... le monde sportif, ils savent cela que... Non, mais avec la nouvelle formule du championnat, il y aura beaucoup plus de matchs par journée parce que dans les deux poules, ils vont jouer simultanément. Effectivement. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de matchs en même temps. 18 matchs, 9-9. En même temps, ça va être vraiment... Non, c'est ça comme... va être physique pour les reporters sportifs. C'est comme autrefois. C'est comme dans les zones A, B, C, D. Il y a toujours eu 18 matchs. Ah oui. Oui, à chaque journée. C'est comme autrefois. C'est juste la même composition, mais séparée cette fois-ci. Non, en 4, mais avec une équipe au repos. Voilà. Bon, est-ce qu'il y aura plus d'équipes au repos? Non, parce que c'est pair maintenant. Non, mais 18, il n'y aura pas d'équipe au repos. Il n'y aura pas d'équipe de repos. Tout le monde joue. Autrefois, c'était 9-9-9. Tout le monde joue. Autrefois, c'était 8 matchs. Il y a une équipe qui se reposait à chaque journée. Bon. Mais bon. Donc, voilà. Effectivement, par rapport à se doter des moyens, il y a cela. Et pour parler de l'arbitrage, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses qui pourront permettre à ces équipes. On a vu sur le plan mondial que la FIFA est dans le processus pour adopter un système aujourd'hui où les décisions des arbitres seront expliquées directement sur l'écran, ou parfois la décision de l'arbitre par audio sera rendu public. Ce sur quoi l'arbitre s'est basé pour prendre une telle décision, c'est rendu public en direct, et ça permet à tout le monde de mieux comprendre sa décision. Exactement. Ça permet... Toujours dire que c'est une expérience. Oui, c'est une expérience. Avec le temps tel que la VAR a démarré pour être un peu partout aujourd'hui, pas encore au Bénin, mais un peu partout. On espère que ces systèmes viennent pour arranger un peu. Je voulais que vous opiniez sur, avant qu'on ne boucle ce sujet, les deux nouveaux de toute cette série. Aujourd'hui, on a deux. Un ancien qui revient, Sikatonga, qui était avec les grands et qui est reparti en arrière aujourd'hui avec Boa FC. Comment pensez-vous que ces deux... Je pense que Boa, c'est Silandé. Boa FC, c'est Silandé. Bon. Sikatonga est juste ici. Sikatonga est juste ici, oui. On a vu que ces deux équipes ont fait beaucoup d'efforts pendant le dernier, dans la Super Ligue, est-ce que je veux dire la Ligue Pro.
la Ligue Pro. Oui. Après la première Ligue Pro, la seconde Suite, niveau, la Ligue Pro suite voilà, la Ligue Pro suite, on a beaucoup de dénominations pour le championnat. C'est des équipes qui ont fait beaucoup d'efforts. Moi, je les félicite quand même, malgré les maigres moyens, parce que Boa, là-bas, à Sinandé, c'est pas évident. Vous voyez, c'est pas évident. Ils n'ont pas ils ne bénéficient pas du même entretien que une équipe comme celle de M. Elines, là, Elines Aouya, Sitatunga. Vous voyez, donc il y a toute une installation. Et ils se modernisent, ils apprennent quand même. Et j'aime bien ça, j'aime bien la dynamique de cette équipe. Et puis Boa FC, vraiment, je souhaiterais que les acteurs du football dans cette zone puissent leur donner un coup de main pour que en plein championnat, on n'entende pas que cette fois-ci c'est du Gary qui a été partagé en kilos et des choses non, vraiment, il faudrait que, même si les équipes viennent de très très loin dans le Bénin, que l'accompagnement nécessaire, le tout minimum soit disponible pour permettre tout au moins que déjà, parce que ce n'est pas forcément les primes de match, l'important. Il y a aussi le déplacement, les frais d'hôtel à l'extérieur, la restauration. C'est des aspects auxquels on ne pense pas généralement. On pense directement aux divers primes de match des joueurs, des dirigeants et tout. Il faudrait que tout ça soit bien organisé, que le budget soit solide pour leur permettre. Je dis le tout minimum. Je ne leur demande pas de viser un fonctionnement à la Coton ou à la Loto Popo ou je ne sais pas, mais ou comme celle de l'ASPAC, par exemple, les équipes les plus régulières dans les acquittements de paiement et tout ça. Donc, franchement, il faudrait qu'on accompagne ces équipes pour qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes et prouver que, bon, voilà, elles méritent d'être là. C'est pourquoi elles sont là. Calès même pour finir ce sujet. Non, mais de nouveau, il va leur revenir de s'adapter. Bon, Sitatunga, je connaissais déjà ce nom. On a vu la meilleure équipe dans l'adaptation. Selon moi, Bani Gansé, qui est venu dans le championnat tout frais, mais qui a pu terminer une première saison ils ont fait fort. Dans l'élite. Non, mais c'est bon, c'est à saluer. Et si les joueurs peuvent évoluer aussi rapidement sur le plan mental et le plan tactique, c'est important, c'est à saluer. C'est tout à l'honneur de notre football. Maintenant, il reste l'environnement dans lequel ils évoluent. Parce que si l'environnement le permet, c'est plus facile pour les joueurs d'évoluer. Donc, tout ce que moi je dis, je demande aux dirigeants de créer un environnement qui permette aux athlètes de performer, d'être forts, de faire ce qu'il faut, de s'épanouir vraiment. C'est tout ce dont on a besoin. On a aussi Samadou Atijikou qui a été sélectionné tout récemment dans la dernière liste des départs et qui vient de milieu de terrain, qui vient de Bani Gansé. Vous voyez, donc il y a de la qualité, même si les équipes se retrouvent dans des... Mais le mieux, c'est d'investir dans la formation pour que quand ils viennent à cette étape, qu'ils soient mûrs, qu'ils soient bien préparés. Je pense que c'est l'une des motivations de la Fédération béninoise de football qui a joint. La particularité aussi cette saison, c'est qu'on a deux calendriers, non seulement poule A, poule B, mais on a deux calendriers de plus, c'est-à-dire même calendrier pour les équipes U17. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme équipe professionnelle, ils ont tous des équipes de U17 qui s'affrontent au même moment qu'eux s'affrontent. C'est-à-dire si le match de, je dis n'importe quoi, 16h, généralement Aspac Coton ou Aspac Dadje se joue à 16h, c'est qu'à 13h30, Aspac Dadje joue en catégorie. Voilà. Donc, cette saison, la formation, comme vous l'avez dit, elle est vraiment prisée. Beaucoup de choses. Mais bon, pendant que vous en parlez, je vais poser une question très bizarre. Est-ce que Dadje a une pépinière? On espère que toutes les équipes sont préparées à ça. Je le dis comme ça. J'ai posé une question. Je ne l'ai pas posée en l'air. J'observe. Je pense bien parce que cela a été annoncé. Ce n'est pas une surprise. Cela a été annoncé depuis le déroulement de la saison passée. Non, je n'ai pas dit non. Est-ce que de ce que vous savez, vous avez déjà vu une équipe, les équipes de catégorie de Dadje quelque part? J'ai pu voir une équipe s'entraîner, une équipe de jeunes à Plafoué, mais je ne pourrais dire exactement que c'est Dadje Football Club en U17 parce que vous m'avez répondu, c'est bon. Il y a je veux que c'est fait de façon claire, quoi. De façon claire, c'est ce que je dis en fait. À cause de cette
décisions qui ont repris des équipes de leur zone, c'est-à-dire des équipes U17 de leur zone, c'est-à-dire qu'une équipe de Cotonou se retrouve avec une autre jeune équipe de Cotonou qui devient l'équipe U17 dont le financement est partagé entre tout le monde. Est-ce que l'auto en a aussi? L'auto, forcément. L'auto, ça, des questions très bizarres. Bien sûr, moi j'en ai vu depuis la saison passée, j'en ai vu. L'auto, j'ai vu à Aspac. Et il y a beaucoup de ces jeunes U17 qui sont souvent je l'ai vu depuis 2 saisons parce qu'il y a eu un jour où je me suis retrouvé au stade. Il n'y avait pas match, mais le calendrier n'étant pas communiqué un peu plus tôt, je me suis retrouvé à Grand Popo sur le terrain et j'ai compris que c'était l'Autopopo, mais un U17 qui jouait. L'Autopopo Junior. Oui, l'Autopopo Junior avec une équipe du Togo. Et c'était, je crois, le jour de la fête de Novicha, je pense bien. C'était le match qui se jouait pour célébrer un peu. D'accord. Donc, on sait que ça va bien se passer. En fait, c'est une façon de titiller tous ces clubs-là pour qu'ils aient vraiment ces équipes. Et puis, c'est des recommandations qui ne dépendent pas de la fédération. C'est des exigences de la FIFA, de la Confédération africaine de football. Avant qu'on clôture le décryptage, on va rapidement parler de cette prestation de Dadje Football Club face à la Renaissance sportive de Berkane. Une défaite, 2-0. Mais on a vu une équipe de Dadje résiliente au début qui a pu garder l'adversaire pendant toute la première partie. La deuxième partie également a tenu l'adversaire. Non, ils se sont effondrés en deuxième. À partir de la 50e minute, plus rien n'allait. Et on a vu 2 buts. Un premier à la 56e minute et le deuxième dans les arrêts de jeu. C'est pas les mêmes équipes. Je dirais même que ils sont alors plus forts qu'au Coton parce que j'ai entendu Victor Zmonka dire qu'ils ont tenu pendant 47 minutes. Les autres ont tenu pendant 56. Donc, bravo à eux. Ça va. Le temps se monte. Non, mais je vais dire, moi, j'ai regretté ce résultat parce que, à un moment donné. Prévisible. Non, rien n'est prévisible. Le ballon roule pour tout le monde. Oui, pour moi, on avait dit Dadje conserve tous ses chances. Tant qu'il y aura un seul ballon qui roule sur le terrain, pour moi, Dadje peut gagner tous les matchs. Moi, j'ai confiance en cette équipe pour ce qu'elle m'a montré jusque-là. C'est vrai que les autres ont joué dans des registres beaucoup plus élevés, mais Dadje est venu pour jouer ses chances. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que c'est dans le mental. Et à un moment donné, ils n'ont pas eu le mental qu'il faut. Parce que même encaisser un but à ce moment-là, et puis il faut voir un peu le but encaissé. C'est un peu d'inattention seulement. Donc, les autres ont joué sur l'expérience, mais il fallait jouer seulement concentré. Ça aurait pu être 1-0. Si à un moment donné, ils n'avaient pas paniqué, ils ont paniqué. S'ils n'avaient pas paniqué, ils ont continué à jouer comme ils le faisaient. Je crois qu'ils auraient perdu le deuxième but. Et se seraient donné la chance d'égaliser. C'est parce qu'ils ont paniqué, parce qu'on leur a toujours dit, ils sont plus forts que vous. On ne peut pas dire à des gens, à des combattants, ils sont plus forts que vous, ils vont perdre, il n'y a rien à faire. Si on n'avait pas mis dans leur tête que les autres étaient plus forts, on leur dit, vous pouvez les battre. Même après avoir encaissé un but, ils allaient rester sereins. Mais comme tout le monde leur a dit, vous êtes des petits face à eux, quand ils ont encaissé un but, ils disent, ah voilà, les grands sont présents et dans leur tête, plus rien ne marche. C'est le match qu'on a vécu ça. Et pour moi, je crois qu'il y a un travail psychologique qu'il faut faire parce que Dadje a encore toutes ses chances de gagner. Pour moi, Dadje reviendra avec la qualification. C'est vrai que sur le papier, du côté du Maroc ce week-end. Le vendredi déjà. Ça va être compliqué, je sais. Le 20 septembre, ça va être vraiment compliqué. Bon, je sais qu'à l'heure là, ils doivent déjà être au Maroc s'ils veulent être, s'ils espèrent un résultat. Ça va être un peu compliqué. Mais comment ça va se conclure selon vous? Comme M. Karl l'a dit, pour moi, il n'y a qu'un seul ballon qui roule. Et puis, tant qu'ils ne sont pas encore éliminés, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Il faut être réaliste. Selon vous, je suis plus que réaliste. La réalité, c'est que la RS Berkane au Maroc. a même été déjà, je pense, 2 fois championne dans cette compétition. Elle a déjà été titrée au moins 2 fois déjà. C'est une équipe qui est palmarès monstrueux, mais bon, on s'en fout. Ça ne m'inquiète pas. C'est vrai que le niveau de l'encadrement, la gestion tout est beaucoup plus élevé que chez nous. Mais aujourd'hui, Dadje se retrouve au niveau du Maroc. Oui, il faut qu'on... C'est le mental. Il y a eu d'abord... C'est le mental. Il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, d'accord. Et les joueurs... L'effectif qui a permis à Dadje d'être vice-champion cette saison, ce n'est pas
le même effectif. Il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Et de dernière minute en plus. De dernière minute en plus. Donc, je peux dire que si c'était l'année à venir, on était déjà après le championnat qui s'apprêtait à démarrer. Bon, là, je dirais quand même que les joueurs auraient déjà eu le temps de jouer ensemble, de se connaître un peu sur le terrain et tout. Mais là, il y a des gens qui viennent d'arriver tout fraîchement, qui ont été inclus dans le jeu. C'est un peu de la pagaille. Mais on ne va pas dire que c'est de la pagaille parce qu'ils savent que l'effectif qui s'est qualifié pour la compétition ne pouvait pas aller loin s'ils ne se renforçaient pas. Donc, on ne va pas encore leur reprocher ça. C'est bien d'avoir renforcé, mais tout a été fait dans un délai vraiment... Il suffit que le championnat démarre un peu plus tôt et la majorité serait plus... Exactement, ils auraient beaucoup plus de mais pour moi, Dadier, c'est dur Dadier. Je crois que Dadier va passer. Beaucoup plus de cohésion entre les joueurs. Et le résultat peut-être aurait été Dadier ferait un bon résultat de toute façon au Maroc. On va attendre ce qui va se passer au Maroc parce que le coach Yaya Koné, il a pu se rendre compte de la possession, les déplacements, tout ce qui n'a pas pu marcher. Les autres aussi, ce qu'ils avaient de plus que dans la gestion du match et tout. Donc, voilà. Merci à vous, Leandro. C'est le compte à rebours. On espère, comme Kales Kitome l'a dit, on espère la victoire pour cette équipe de Dadier Football Club, seul représentant du Bénin encore en compétition au niveau des clubs. Là, j'allais oublier une dernière chose, c'est que Dadier va jouer vendredi, je crois, au Maroc. Oui. Et le match est programmé quand non, la semaine qui suit. Le match de lancement est pour le samedi. Ah d'accord, oui, ça c'est vrai, ça fait une semaine après, Donc ils auront le temps de revenir et tout. Chers amis internautes, c'est tout pour ce numéro de Sport Plus. On retient que Dadier Football Club sera au Maroc pour jouer le match retour de ce second tour des préliminaires de la Coupe CAF face à la Renaissance sportive de Berkane. Match perdu à l'aller, 2-0. Cette fois-ci, au retour, on espère que les poulains de Yaya Koné et de la Soneb vont se retrouver, vont remonter pour espérer une qualification à la phase de poule. On espère tous un exploit que Esae Football Club a fait et on va se retrouver la semaine prochaine pour célébrer cela, si cela se passait, et décrypter si cela ne se passait pas. Chers amis internautes, à très bientôt pour d'autres informations sportives.